J'étais dans une douleur atroce à cause du travail précoce après une chute pendant la nuit, mon mari a ignoré tous mes appels. En désespoir de cause, j'ai envoyé un SMS à la mauvaise personne pour obtenir de l'aide, et ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Il était 2 heures du matin et j'étais toujours éveillé. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du chauffage et du tic-tac occasionnel de l'horloge sur le mur du salon. Mon mari, Tyler, ronflait lourdement à côté de moi, ignorant la façon dont je ne cessais de me retourner. À 26 semaines de grossesse de jumeaux, dormir était devenu presque impossible. Chaque fois que j'essayais de me tourner sur le côté, une douleur vive me traversait le bas du dos, et je pouvais sentir les bébés bouger sans cesse en moi, comme s'ils répétaient une routine de danse chaotique. Je me suis assise, grimaçant, et j'ai frotté mon ventre gonflé. « Ça va, mes petits ?» ai-je murmuré, espérant qu'ils pouvaient m'entendre d'une manière ou d'une autre. « Nous allons bien. Maman est juste fatiguée. » Il n'y a pas eu de réponse, bien sûr, juste plus de mouvements inconfortables et un petit coup de pied sous mes côtes. J'ai glissé mes jambes hors du lit et me suis traîné vers la cuisine. Mes mouvements étaient lents et maladroits. Marcher donnait l'impression de porter 2 boules de bowling attachées à ma taille. J'ai préparé une tasse de thé et me suis assise à la petite table de la salle à manger, fixant la fenêtre sombre pendant que la bouilloire s'éteignait derrière moi. Dehors, Columbus était couvert de givre. Les rues étaient vides, le monde parfaitement immobile. À l'intérieur, cependant, mon esprit ne cessait de s'emballer. J'ai pensé à la façon dont nous étions arrivés là. Moi, épuisé et seul dans ma propre maison, pendant que Tyler dormait comme s'il n'avait aucun souci au monde. Quand je lui ai annoncé ma grossesse pour la première fois, il était aux anges. Il désirait tellement un enfant, il le demandait même, disant des choses comme « Nous avons besoin de quelqu'un pour perpétuer le nom des Carter. Quelqu'un qui m'admirera. » Je trouvais cela doux, même un peu romantique. Mais quand l'échographie a révélé qu'il y avait 2 bébés au lieu d'un, quelque chose en lui a changé. L'excitation s'est estompée presque du jour au lendemain. Au lieu de m'embrasser le ventre comme avant ou de m'appeler sa belle Sophia, il a commencé à faire des petites blagues, méchantes. Il me pinçait le poids supplémentaire sur mes hanches et disait « Fais attention, ma chérie. Tu vas rouler loin de moi. » Ou il riait quand je me dandinais d'une pièce à l'autre et murmurait « Tu ressembles à un pingouin. » J'ai essayé de rire avec lui au début, me disant qu'il ne le pensait pas. Mais à mesure que mon corps changeait et que mon énergie diminuait, ces mots commençaient à me blesser plus profondément. Tyler s'attendait toujours à une maison impeccable, à des dîners chauds sur la table et à ses chemises repassées à la perfection. Si je me plaignais d'être fatigué, il haussait simplement les épaules et disait « Tu es enceinte, pas mourante. Toutes les femmes passent par là. Arrête de faire comme si c'était un miracle. » Parfois, j'allais aux toilettes et je pleurais doucement pour qu'il ne me voie pas. Je pensais que nous étions amoureux, mais ces derniers temps, je me sentais plus comme une bonne à tout faire qu'une épouse. Le plus triste, je me disais sans cesse que les choses s'amélioreraient une fois les bébés nés. Peut-être qu'il les prendrait dans ses bras, verrait leur petit visage et retomberait amoureux de moi. Mais au fond, il y avait ce nœud de peur que je ne pouvais pas défaire. Et s'il ne changeait pas? Et s'il restait distant ou, pire, s'en allait? J'ai siroté mon thé, clignant lentement des yeux pour retenir mes larmes. Le liquide chaud ne me réconfortait pas comme avant, et j'ai soudainement réalisé que je n'avais pas entendu un mot gentil de sa part depuis des semaines. L'horloge du mur tic-taquait vers 3 heures, et je savais que je ne dormirais pas de la nuit. Alors, j'ai frotté mon ventre une fois de plus, et murmuré bonne nuit au bébé, et me suis fait une promesse. Peu importe à quel point je me sentais seul, je ne les laisserais pas me voir craquer. Je n'étais pas toujours si fatigué, lourde, ou effrayé. Il fut un temps où ma vie semblait grande ouverte, pleine de choix et d'espoir. J'ai grandi comme enfant unique, élevé par des parents plus âgés que les parents de la plupart de mes amis. Mon père était professeur d'histoire dans le collège local, le genre d'homme qui aimait les livres poussiéreux et les soirées calmes. Ma mère travaillait comme comptable, méticuleuse et précise, équilibrant toujours chaque sou. C'étaient des gens doux, ne criant jamais, ne se disputant jamais devant moi, le genre de parents qui croyaient en la résolution des problèmes autour d'un thé plutôt qu'en des engueulades. Mais quand j'ai eu 19 ans, tout avait changé. Mon père a eu un AVC et est décédé subitement, laissant un silence dans notre maison que personne ne pouvait combler. Ma mère a essayé de tenir bon, a essayé de me garder concentré sur mes études et l'avenir.
Mais le cancer ne se soucie ni du timing ni des efforts. Elle est partie en un an, et ainsi, j'étais seul. J'ai vendu la maison pour payer ses traitements, me laissant avec peu plus qu'une bourse et une valise. J'ai emménagé dans les dortoirs de l'université, me disant que je pouvais y arriver. Mais la vérité, c'est que j'étais seul. Je me suis plongé dans l'étude de l'anglais parce que c'était quelque chose que j'aimais, quelque chose qui avait du sens quand rien d'autre n'en avait. Pour couvrir mes frais, j'ai mis une annonce en ligne proposant des cours d'anglais. Tarifs abordables, professeur patient, horaires flexibles. C'est ainsi que j'ai rencontré Tyler. Il avait 28 ans à l'époque, travaillait déjà comme gestionnaire d'entrepôt, mais avait du mal avec les nouveaux clients internationaux de son entreprise. Il avait besoin des bases suffisantes pour tenir une conversation sans avoir l'air ridicule. Quand il est venu pour la première fois à mes cours, j'étais nerveuse. Il avait cette façon confiante d'entrer dans une pièce comme s'il la possédait. Il souriait facilement, demandait comment s'était passée ma journée, et me payait même plus que je ne demandais, disant « Tu le vaux bien, Sophia. Tu m'aides plus que tu ne le penses. » Je me souviens avoir rougi. Je n'étais pas habitué à ce genre d'attention, surtout de la part de quelqu'un comme lui. Un emploi stable, une belle voiture, toutes les choses que je n'avais pas. Nos leçons se sont transformées en conversations, et nos conversations en dîner. Tyler me disait que j'étais intelligente, qu'il admirait ma persévérance, même après avoir perdu mes parents. Il me faisait me sentir vu à un moment où j'étais invisible pour tous les autres. Je pensais que c'était peut-être ça, l'amour. Sûr. 6 mois plus tard, il m'a demandé d'emménager avec lui. Il disait des choses comme « Tu n'as plus besoin de vivre dans ces petites chambres de dortoir. Viens à la maison avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi. » Et je le voulais. Je voulais appartenir à nouveau quelque part. Nous nous sommes mariés discrètement 1 an plus tard. Juste un mariage à la mairie et un dîner avec sa mère, Martha, après. Je n'avais plus beaucoup de famille à inviter, et il ne semblait pas apprécier les grandes célébrations de toute façon. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Que l'amour était ce qui comptait, pas une cérémonie chic. Au début, la vie de mariée était bien. Tyler aimait que je cuisine et que je nettoie, et il m'apportait parfois des fleurs ou me disait à quel point il était chanceux. Mais peu à peu, les choses ont changé. Il a commencé à se demander pourquoi je voulais toujours donner des cours. Pourquoi je continuais de rencontrer des amis de l'école. Il disait, « Tu n'as pas besoin de tout ça. Je peux subvenir à nos besoins. Reste à la maison, chérie. Concentre-toi sur moi. » Cela sonnait doux jusqu'à ce que cela ressemble à une règle plutôt qu'à une suggestion. J'ai arrêté de donner des cours. J'ai arrêté de sortir avec des camarades de classe. Finalement, j'ai arrêté de faire grand-chose à part garder la maison parfaite pour lui. Avec le recul, je peux voir comment tout est arrivé si progressivement. Comment l'amour s'est transformé en permission et la permission en contrôle. Mais à l'époque, je pensais juste être une bonne épouse. La première année de mariage semblait assez normale. Je me disais que c'était juste 2 personnes qui apprenaient à vivre ensemble, à s'adapter aux habitudes de l'autre. Mais avec le recul maintenant, ce n'était pas une adaptation. C'était le contrôle qui prenait lentement forme, comme des lianes s'enroulant autour de moi avant que je ne réalise que je ne pouvais plus bouger. Ça a commencé par de petites choses. Tyler n'aimait pas quand je passais trop de temps à envoyer des messages à d'anciens camarades de classe. « Pourquoi en as-tu même besoin ?» disait-il en riant. « Tu m'as maintenant. N'est-ce pas suffisant ?» Je pensais qu'il plaisantait jusqu'à ce qu'un jour il attrape mon téléphone, parcourt mes messages, et dise qu'il n'aimait pas que je parle à des gars de mon programme d'anglais. Ensuite, ce fut les cours. Il a dit que ça ne valait pas l'effort. Que les étrangers qui entraient et sortaient de notre appartement le mettaient mal à l'aise. Je gagne assez d'argent pour nous deux, disait-il. Pourquoi t'épuiser? Concentre-toi sur le foyer. J'ai arrêté parce que je pensais que c'est ce que font les bonnes épouses. Elles soutiennent leur mari. Même les fêtes étaient différentes. Mes amis m'ont invité à une fête pendant les vacances d'hiver et Tyler a froncé les sourcils. Tu n'as pas besoin de cette bande. Nous pouvons avoir notre propre amusement. Alors, je suis resté à la maison, recroquevillé sur le canapé pendant qu'il jouait à des jeux vidéo. Un par un, mes liens avec le monde extérieur ont disparu, et je ne me suis même pas battu.
Je me disais, c'est ça le mariage. C'est ça l'engagement. Sa mère, Martha, ne faisait que renforcer cela. Elle appelait une fois par semaine et disait des choses comme « Sophia, ne te dispute pas avec lui. Les hommes ont besoin de paix quand ils rentrent du travail. Concentre-toi juste sur la maison et fonder une famille. C'est ce qui maintient un mariage solide. » Elle voulait bien faire, je crois, mais cela ne faisait que me rendre plus seul. Puis vint la grossesse. Quand j'ai montré le test positif à Tyler, ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un enfant le matin de Noël. Il m'a soulevé dans ses bras et m'a fait tourner. Je vais être papa, Sophia. C'est le plus beau jour de ma vie. Pendant un bref instant, j'ai cru que les choses allaient être différentes. Qu'il s'adoucirait, peut-être même qu'il me traiterait à nouveau comme son égal. Mais ensuite, nous avons eu l'échographie et vu 2 petits battements de cœur au lieu d'un, des jumeaux. Je me souviens encore de la façon dont son sourire a vacillé, de son silence pendant le trajet du retour. Cette nuit-là, il a à peine parlé, a juste regardé la télévision pendant que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait de porter 2 vies en moi. À partir de ce moment-là, chaque petite chose que je faisais semblait l'agacer. Si j'étais trop fatigué pour cuisiner, il se plaignait. Si je laissais du linge pour le lendemain, il murmurait « Qu'est-ce que tu fais de toute la journée ?» Il détestait ma lenteur, ma prise de poids. Il plaisantait sur mes chevilles enflées et ma façon de me dandiner, m'appelant pingouin comme si c'était un surnom sur lequel je devais rire. J'ai beaucoup pleuré pendant ces mois, bien que je le lui cachais. Je me tenais dans la salle de bain, les mains posées sur le lavabo, fixant mon reflet et murmurant « Tiens bon. Une fois que les bébés seront nés, il t'aimera à nouveau. Il verra ce que tu as traversé et t'appréciera. » Mais au fond, quelque chose en moi savait déjà la vérité. Je n'étais plus sa partenaire. J'étais un meuble, utile quand il le fallait, invisible quand ce n'était pas le cas. Et pourtant, je m'accrochais encore à l'espoir, car qu'autre chose avais-je? Pas de parents, pas d'amis proches, pas de revenus, juste Tyler et la vie que je pensais que nous construisions ensemble. Je ne réalisais pas alors que la vie avait déjà commencé à se fissurer. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que tout s'écroule. C'était fin décembre, juste une semaine avant le nouvel an, quand c'est arrivé. J'étais agité toute la matinée, regardant les fenêtres tachées de notre appartement et pensant à quel point je voulais que l'endroit soit beau avant l'arrivée des bébés. Tyler m'avait conduite la veille au soir quand j'avais demandé de l'aide. J'ai travaillé toute la semaine, Sophia. Je suis épuisé. Tu ne peux pas gérer une chose toute seule? Alors, j'ai essayé. J'ai pris un tabouret, un seau d'eau chaude savonneuse et un chiffon. Mon ventre me semblait énorme, mais je me suis dit que je pouvais au moins faire la moitié inférieure de la fenêtre, juste assez pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Le tabouret a vacillé alors que je me penchais en avant et, pendant une seconde terrifiante, je me suis senti en apesanteur. Puis vint le fracas du contact avec le carrelage et une douleur vive dans mon dos alors que j'atterrissais maladroitement sur le sol. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Puis je l'ai senti, une chaleur soudaine et ruisselante entre mes jambes. Ma poche des os s'était rompue. La panique s'est installée et j'ai immédiatement cherché mon téléphone, la main tremblante, et j'ai appelé Tyler. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Toujours rien. Allez, Tyler. Réponds, s'il te plaît. Ma poitrine se serra et les larmes brouillèrent ma vision. J'ai parcouru mes contacts, voulant appeler un voisin, mais mon doigt a glissé. Je n'ai même pas vu quel nom j'avais touché avant d'appuyer sur envoyer. Allô. Une voix d'homme a répondu. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. David Miller, le patron de Tyler. Ma voix est sortie brisée. David, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas vous appeler, mais ma poche des os vient de se rompre et je n'arrive pas à joindre Tyler. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Il n'y a eu aucune hésitation dans sa réponse. Restez où vous êtes. J'arrive. Quelques minutes plus tard, David est apparu à la porte, le visage plein d'inquiétude. Il n'a pas posé de questions, n'a pas perdu de temps à juger pourquoi la femme enceinte de son employé l'avait accidentellement appelé, et non son propre mari. Il a juste ramassé mon sac d'hôpital dans le placard du couloir et m'a aidé à monter dans la voiture. À l'hôpital, tout est allé vite, trop vite.
Les infirmières m'ont emmené rapidement dans une chambre d'accouchement, m'ont branché des moniteurs et m'ont mis des perfusions. « Vous êtes en avance, ma chérie », a dit doucement l'une d'elles, « mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous et de ces bébés. » J'ai serré les barres latérales alors que les contractions arrivaient, vives et implacables. « Où est mon mari ?» ai-je haleté entre deux respirations. Personne n'avait de réponse. J'ai envoyé un autre message, puis un autre, mais l'écran est resté vide. Aucune réponse. Des heures plus tard, j'ai tenu deux petits garçons dans mes bras, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Les infirmières les ont emmenés au service de néonatologie, et je suis resté là, épuisé et engourdi, me demandant pourquoi Tyler n'était pas venu. David est resté dans le couloir tout le temps, faisant les 100 pas comme un membre de la famille inquiet. Quand l'infirmière lui a dit qu'il pouvait entrer un moment, il m'a juste souri doucement et a dit « Vous et les bébés êtes en sécurité maintenant. » C'est ce qui compte. J'ai eu envie de pleurer de gratitude et d'humiliation en même temps. Cet homme, pratiquement un étranger, avait fait ce que mon propre mari n'avait pas fait. Il s'était présenté. Il s'était assuré que je n'étais pas seul dans l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Alors qu'on m'emmenait en salle de réveil, j'ai serré mon téléphone, fixant les messages non lus que j'avais envoyés à Tyler, et j'ai murmuré à moi-même, « Étais-tu là? Comment as-tu pu ne pas être là ?» Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où tout entre nous allait se briser, car quand je rentrerai enfin chez moi, je découvrirai exactement où il était passé et pourquoi il n'avait pas répondu. 3 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Les jumeaux étaient stables mais petits, nichés en sécurité dans leur siège auto qui semblait bien trop grand pour leur petit corps. Mes bras me faisaient mal de les tenir, non pas parce qu'ils étaient lourds, mais parce que je ne voulais pas les lâcher. Ils semblaient fragiles, comme de la porcelaine, comme quelque chose dont on m'avait confié la garde, mais que je ne méritais pas tout à fait. David était encore là. Je ne lui avais rien demandé. Il s'était simplement présenté en disant « Vous ne devriez pas conduire dans cet état, Sophia. Laissez-moi vous aider. » Je voulais protester, dire que je pouvais me débrouiller, mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas. J'avais mal, j'étais faible et émotionnellement épuisé. Nous nous sommes garés dans le parking de l'appartement, et j'ai tout de suite remarqué quelque chose. Le camion de Tyler n'était pas là. Je me suis dit qu'il était probablement au travail ou qu'il faisait des courses. Mais quand nous sommes entrés, cette illusion s'est effondrée. Le salon était à moitié vide. Le meuble TV était nu, pas de télé à écran plat. Les étagères qui abritaient autrefois ses trophées de sport et ses photos encadrées étaient dépouillées. Dans notre chambre, ces tiroirs de commode étaient ouverts et vides. Les cintres du placard se balançaient légèrement comme s'ils avaient été dérangés à la hâte. Même la montre bon marché que je lui avais achetée à Noël dernier avait disparu de la table de chevet. Je me suis effondré en arrière, agrippant le cadre de la porte pour me tenir debout. Non, non, ce n'est pas possible. Mon esprit cherchait des explications. Peut-être qu'il avait déplacé les choses parce que nous étions en travaux. Non, cela n'avait aucun sens. Peut-être qu'il y avait eu une effraction, mais il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. Puis je l'ai vu. Une seule feuille de papier sur le comptoir de la cuisine. Mes mains tremblaient alors que je la dépliais. L'écriture était pressée, presque bâclée, comme s'il ne pouvait pas partir assez vite. Sophia, j'en ai fini. Je ne peux plus faire ça. Ne cherche pas à me trouver. Nous allons divorcer. Tyler. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste quelques lignes froides pour mettre fin à notre mariage. Le papier m'a glissé des doigts, flottant jusqu'au sol comme s'il ne voulait même pas porter ces mots. Mes genoux ont fléchi et je me suis affaissé sur une chaise, serrant l'un des porte-bébés contre ma poitrine. Pourquoi? Pourquoi me ferais-tu ça? À eux? Les jumeaux se sont agités, l'un d'eux émettant un petit cri, et j'ai doucement bercé le siège, les larmes coulant sur mon visage. David a ramassé la note, silencieusement, l'a lue, puis l'a reposée sans un mot. Il ne s'est pas précipité pour me réconforter ou me dire que tout irait bien. Au lieu de cela, il s'est accroupi à côté de moi, sa voix calme et ferme. Tu n'es pas seule, Sophia. Plus maintenant. Je suis là et nous allons trouver une solution. Cela m'a brisé. Je retenais tout, chaque insulte, chaque nuit solitaire, chaque peur concernant l'avenir.
Et maintenant, tout s'est déversé. J'ai sangloté de façon incontrôlable, m'accrochant au porte-bébé de mon fils comme si c'était la seule chose qui manquerait au monde. David a attendu, patient, me laissant pleurer jusqu'à ce que les vagues passent. Puis il a demandé doucement, « As-tu quelqu'un d'autre à appeler? Des amis, de la famille ?» J'ai secoué la tête. Non, c'est juste moi maintenant. Il a hoché lentement la tête comme s'il comprenait plus qu'il ne disait. Alors concentre-toi sur tes garçons, Sophia. Laisse-moi m'occuper du reste. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti autre chose que de la peur. Ce n'était pas du bonheur, même pas du soulagement. C'était la plus petite lueur de sécurité. Et pourtant, en dessous, le chagrin était vif et douloureux. Je venais de donner naissance à 2 magnifiques garçons, et leur père s'était enfui sans même les voir. Cette nuit-là, pendant que les bébés dormaient dans leur berceau, je me suis assise sur le canapé, fixant à nouveau la note. J'ai murmuré à moi-même, je suppose que c'est juste nous maintenant, juste moi et eux. Et pour la première fois, j'y croyais vraiment. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné juste après minuit. J'étais assise dans la chambre d'enfant, berçant l'un des jumeaux, qui refusait de s'endormir. L'autre dormait paisiblement, sa petite poitrine montant et descendant en rythme parfait. Mon corps me faisait mal, mes paupières étaient lourdes, mais le son de la sonnerie m'a fait sursauter. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Tyler. Ma poitrine se serra. J'ai hésité, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser disparaître complètement comme il le voulait. Mais une partie obstinée de moi espérait des excuses, peut-être même une explication. J'ai répondu, Tyler. Sa voix était pâteuse. Alors, tu as déjà tourné la page, hein? Avec Miller? C'est ton grand plan, Sophia? Te faire engrosser et ensuite te blottir contre mon patron. J'ai figé. De quoi parles-tu? Tu m'as quitté, Tyler. Tu nous as quittés. Il a ri. Un rire cruel, aigu, qui me donnait la nausée. Ne joue pas à l'innocente. Je sais ce qui se passe. Tout le monde le sait. Tu penses que je ne sais pas comment il te regarde? Tu as probablement envoyé ce message express. Pathétique. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone plus fort. Tu es ivre. Rappelle-moi quand tu seras sobre. Non, tu écoutes. Sa voix s'est élevée, déformée par le haut-parleur. Tu as ruiné ma vie. Et devine quoi? Je vais très bien. Mieux que bien. J'ai quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Et j'ai des projets. De grands projets. Dis à Miller de faire attention car d'ici le mois prochain, la technologie de sa précieuse entreprise. Oui, elle sera entre mes mains. Je la vends, je gagne de l'argent réel, Sophia, pendant que tu restes là avec tes morveux, vivant de pitié. Mon sang s'est glacé. Tyler, qu'as-tu fait? Il a ri à nouveau, marmonnant ces mots. Détends-toi. Juste du business. Rien que tu ne comprendrais pas. Oh, et au fait, cet appartement, c'est mon nom qui est sur le bail. Tu as un mois pour le vider, sinon je te ferai expulser. La ligne est devenue morte. Pendant un moment, je suis resté là, abasourdi, le bébé respirant doucement, seul bruit dans la pièce. La colère a bouilli, chaude et tremblante. Il ne suffisait pas qu'il nous ait abandonnés. Il fallait aussi qu'il menace notre foyer. Et maintenant il préparait quelque chose contre David, la seule personne qui avait réellement été là quand j'avais besoin d'aide. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai appelé David immédiatement. Il a répondu à la première sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure tardive. Sophia, tout va bien? Je lui ai tout raconté. Chaque mot cruel, chaque menace ivre, le complot pour vendre des secrets d'entreprise. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence sur la ligne, lourd et délibéré. Merci de me l'avoir dit, a finalement dit David. Je dois m'en occuper immédiatement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais Sophia, je suis désolé que vous ayez eu à l'apprendre de lui. J'ai dégluti difficilement. Ce n'est pas votre faute. Je n'arrive pas à croire qu'il ferait une chose pareille. Le ton de David a changé, ferme et impératif.
croyez-le. Les gens comme ça pensent toujours être plus intelligents que tout le monde, mais il ne s'en sortira pas impunément. Fidèle à sa parole, en quelques jours, l'entreprise de David a lancé un examen interne. Les équipes de sécurité ont fouillé les journaux d'accès et les fichiers de projet, et l'ont attrapé. Tyler, ainsi que son nouveau partenaire, tentaient de rencontrer un acheteur dans un parking avec des schémas volés. La police les a arrêtés sur le champ. Quand la nouvelle m'est parvenue, je me suis assise calmement sur le canapé, fixant mes garçons, dormant paisiblement dans leur berceau. Je n'ai ressenti aucune victoire, aucune satisfaction, juste une lâche de finalité. Tyler avait choisi ce chemin tout seul, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai murmuré au bébé, c'est juste nous maintenant, mais nous allons bien nous en sortir. Je le promets. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Tyler ont été un tourbillon. Il y a eu des avocats, des appels de la police, et des papiers que je n'aurais jamais imaginé devoir gérer seul. Et à travers tout cela, 2 petits bébés dépendaient de moi pour tout. 2 petites âmes qui ne se souciaient pas de la trahison ou des mariages brisés. Ils voulaient juste de la chaleur, de la nourriture et de l'amour. J'étais épuisé, fonctionnant à la caféine et à l'adrénaline, mais il n'y avait pas de temps pour s'effondrer. Je devais trouver un moyen de subvenir à nos besoins, de construire une vie à partir de zéro. Alors, je suis retourné à ce que je connaissais le mieux, l'enseignement, seulement maintenant c'était virtuel. J'ai posté des annonces en ligne pour des cours d'anglais en utilisant la seule ressource qui me restait, mon ordinateur portable. En une semaine, j'ai eu mes premiers étudiants, des gens travaillant à domicile qui avaient besoin d'aide pour la grammaire et la conversation professionnelle. Ce n'était pas beaucoup d'argent au début, mais c'était quelque chose, et chaque dollar me semblait une preuve que je pouvais y arriver seul. David l'a remarqué, bien sûr, il a tout remarqué. Un après-midi, il est passé avec une base de siège auto pour ma berline d'occasion. Vous ne devriez pas avoir à vous débattre pour transporter les 2 sièges à chaque fois, a-t-il dit avec un doux sourire. Une autre fois, il m'a tendu une liste de clients locaux qui avaient besoin de cours d'anglais. Des gens de son entreprise qui voulaient des leçons en soirée. J'ai mentionné votre nom, a-t-il expliqué. Seulement si vous êtes à l'aise, bien sûr. Je ne savais pas quoi dire. Personne ne s'était jamais autant décarcassé pour moi. Pas même Tyler. Pas vraiment. David ne s'imposait jamais, n'agissait jamais comme si je lui devais quelque chose. Il passait, aidait à installer une barrière pour bébé, ou déposait des couches quand il remarquait que j'en manquais, puis il partait, me laissant de l'espace. D'une manière ou d'une autre, il comprenait que j'avais besoin de me tenir sur mes propres pieds, mais il voulait aussi que je sache que je n'étais pas seul. Sa fille, Chloé, aimait aussi venir. Elle avait 8 ans, douce, et infiniment curieuse des bébés. Puis-je en tenir un? Demandait-elle à chaque fois, et je souriais et disais oui, regardant avec quelle douceur elle tenait leur petite tête. Elle les appelait ses petits frères, et quelque chose dans la façon dont elle le disait, cela réchauffait une partie de moi que je pensais avoir gelée pour toujours. Il y avait encore des nuits où je pleurais, surtout quand les garçons refusaient de dormir, et le poids de tout semblait écrasant. Mais lentement, j'ai commencé à voir un avenir, pas parfait, pas ce que j'avais imaginé autrefois, mais le nôtre. Un avenir que je construisais de mes propres mains, alimenté par chaque once de détermination qui me restait. Un soir, en pliant du linge à la table de la cuisine, David s'est appuyé contre l'encadrement de la porte et a dit, « Vous savez, Sophia, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » La plupart des gens se seraient brisés à ce stade. J'ai ri doucement, secouant la tête. Ça ne ressemble pas à de la force. Ça ressemble juste à survivre. Il s'est rapproché, sa voix calme, mais ferme. Survivre, c'est de la force. Et vous faites plus que ça. Vous construisez quelque chose de nouveau. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois, je me suis permise de voir ce qu'il y avait dans ses yeux. Pas de la pitié, mais du respect et peut-être quelque chose de plus. J'ai écarté cette pensée. Je n'étais pas prête pour ça. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis couché cette nuit-là en pensant que la vie n'était pas juste quelque chose qui m'arrivait. C'était quelque chose que je façonnais pièce par pièce pour moi et mes fils. Et je savais une chose avec certitude. Nous n'étions pas aussi seuls que je l'avais craint autrefois. C'est arrivé un après-midi frais de printemps, un de ces jours où le soleil a l'air chaud,
mais où le vent vous transperce. J'avais emmitouflé les jumeaux dans leur poussette pour une promenade, pensant que l'air frais pourrait les endormir et me clarifier l'esprit. Le parc près de notre appartement avait un petit lac avec un sentier pavé étroit qui en longeait le bord. J'avais marché une douzaine de fois sans problème, mais ce jour-là, je ne faisais pas attention. Je textais un étudiant pour reprogrammer une leçon, poussant la poussette d'une main quand la roue avant s'est coincée dans un bord surélevé du sentier. La poussette a basculé en avant. L'un des sacs à couches s'est détaché, et pendant une seconde terrifiante, la poussette a basculé. J'ai plongé, l'agrippant des deux mains, la ramenant à la verticale, le cœur battant la chamade. Ouah, attention. J'ai tourné, à bout de souffle, pour voir David accourir vers moi. Il avait le même regard inquiet. Je l'avais vu le jour de la naissance prématurée. Comme si le monde pouvait s'effondrer à tout moment et qu'ils le tiendraient ensemble si je ne pouvais pas. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé, vérifiant déjà les garçons, qui allaient bien, surpris, mais bien. J'ai hoché la tête, embarrassé. Je vais bien. Je ne faisais juste pas attention. David s'est accroupi à côté de moi, resserrant la sangle du sac et testant les roues de la poussette. Vous n'avez pas à tout faire seul. Vous savez, ce n'est pas grave d'avoir besoin d'aide parfois. J'ai eu envie de le rabrouer, de lui dire que je gérais, mais la vérité était écrite sur mon visage. Des cernes sous mes yeux, des épaules tendues, un rythme de vie qui n'avait pas ralenti depuis que Tyler était parti. J'ai mordu ma lèvre et détourné le regard. Nous avons marché ensemble en silence, il cadençait ma démarche, sa main stabilisant occasionnellement la poussette chaque fois que le chemin devenait inégal. Quand nous sommes arrivés aux marches de l'appartement, j'ai finalement dit doucement « Merci pour tout. Vous avez été là plus que quiconque ne l'a jamais été. » Il a haussé légèrement les épaules, « Vous n'avez pas à me remercier. Je fais juste ce qui est juste. » Mais ensuite, il a hésité, les mains dans les poches. « Sophia, je dois dire quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez. » Sans pression. Sans attente. J'ai figé, toujours agrippé à la poignée de la poussette. D'accord, il a pris une inspiration. Je tiens à vous, non pas parce que je suis désolé pour vous et non pas parce que vous avez besoin de quelqu'un. Je tiens à vous parce que vous êtes qui vous êtes, parce que vous continuez même quand tout s'écroule. Je veux faire partie de votre vie, mais seulement si c'est ce que vous voulez. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme s'ils étaient trop grands pour l'espace entre nous. J'ai cligné des yeux, incertaine si c'était l'épuisement ou la peur ou quelque chose de plus doux qui me faisait mal à la poitrine. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré. Vous n'avez rien à dire pour l'instant, a-t-il répondu rapidement, un petit sourire allégeant la tension. J'avais juste besoin que vous le sachiez. Nous sommes restés là un long moment, le seul bruit étant la douce respiration des jumeaux dans leur poussette. Et pour la première fois depuis que Tyler était parti, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permise de ressentir. La possibilité. Quand il est finalement retourné à sa voiture, je suis resté sur le porche, fixant le ciel devenir orange au-dessus de Columbus, murmurant à moi-même, « De quoi as-tu si peur, Sophia ? Tu mérites de te sentir heureuse à nouveau. » Je n'avais pas encore de réponse, mais pour la première fois, j'en voulais une. Une année peut tout changer. Les jumeaux marchent maintenant, des pas chancelants qui me font retenir mon souffle à chaque fois, prête à les rattraper s'ils tombent. Ils babillent constamment, appelant maman, et essayant occasionnellement d'imiter Chloé, qui adore leur apprendre de nouveaux mots. Chloé est devenue comme une sœur aînée, veillant fièrement sur eux comme s'ils étaient ses propres frères. Mon travail de tutorat s'est développé, ce qui a commencé par une poignée d'étudiants en ligne s'est transformé en un emploi du temps complet avec des revenus suffisants pour couvrir le loyer, les courses, et même commencer un petit compte d'épargne. Je ne m'inquiète plus de savoir d'où viendra le prochain dollar. J'ai construit cette vie de mes propres mains, pièce par pièce, et elle semble solide, comme si elle ne s'écroulerait pas quoi qu'il arrive. Et David, il est toujours là. Nous avons pris les choses lentement, comme il l'avait promis. Il m'a laissé le temps de guérir, ne me poussant jamais, respectant toujours mes limites. Mais quelque part en chemin, j'ai arrêté de le voir comme l'homme qui m'avait aidé quand mon mari m'avait abandonné et j'ai commencé à le voir pour ce qu'il est vraiment. Gentil, stable, et farouchement loyal. Un soir, après que les jumeaux se soient endormis et que Chloé travaillait sur un projet scolaire à la table de la cuisine, David et moi nous sommes assis sur le porche à regarder le soleil plonger derrière la ligne d'horizon de la ville.
Je me souviens m'être tourné vers lui et avoir dit, je n'ai plus peur. Il a souri doucement, a pris ma main et a répondu, c'est bien, parce que vous n'avez pas à l'être. Nous sortons officiellement maintenant. Ce n'est pas un conte de fées où la douleur disparaît du jour au lendemain, et où l'amour règle tout. Certaines nuits, je me réveille encore en pensant à Tyler, à quel point quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous trahir rapidement. Mais ensuite, je regarde la vie que j'ai maintenant, le rire de mes enfants, les câlins doux de Chloé, la force tranquille de David, et je sais que je suis exactement là où je suis censé être. Quant à Tyler, j'ai entendu dire qu'il avait accepté un plaidoyer pour vol d'entreprise et qu'il avait quitté l'Ohio après avoir purgé sa peine. Il n'a pas appelé, n'a pas essayé de voir les garçons, et pour être honnête, j'en suis reconnaissante. Je ne veux pas de son chaos près de la vie que je construis. Parfois, je repense à cette nuit, à la chute, à la panique, au message que j'ai envoyé par erreur. Si ma main n'avait pas glissé, si David n'avait pas répondu. Je ne sais pas où je serais. Peut-être encore piégé dans un mariage qui me tuait lentement, ou pire, complètement seul, croyant que je ne valais pas plus que des miettes d'affection. Mais la vie a une étrange façon de vous guider, même quand elle fait mal. Quand je mets les garçons au lit le soir, je murmure, nous allons bien maintenant. Maman est là pour vous. Parce que c'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas riches. Mais nous sommes en sécurité, aimés et heureux. J'avais l'habitude de penser que j'avais besoin que quelqu'un me sauve. Maintenant, je sais que je me suis sauvé moi-même d'abord. David m'a juste rappelé que c'était possible. Et parfois, quand je me tiens dans l'encadrement de la porte, regardant ma petite famille, Chloé lisant aux jumeaux pendant que David rit de leur tentative d'imiter chaque mot, je ne peux m'empêcher de penser que tout cela a commencé parce que j'ai envoyé un message à la mauvaise personne. Le mauvais numéro qui m'a sauvé la vie.